Bien le bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo autour de manga et animé. De manière générale, ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des dramas sortant autour d'œuvres, que ce soit des événements internes, donc le choix du mangaka concernant le scénario, le développement de personnages, ou encore la fin du manga. Bien le bonjour monsieur Wakui, il faut rendre l'argent maintenant. Mais ça peut être dans certains cas bien plus graves, donc des cas qui concernent carrément l'auteur en lui-même, par rapport à des prises de position, ou vraiment, dans le pire des cas, des crimes qu'il a commis. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un manga qui s'est pris d'énormes bastos dans tous les coins, à tel point qu'il a fini en plus grosse PLS que Yamcha. Et non, je parle pas de Fairy Tail, mais bien de Nanatsu no Taizai. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que mes propos contiendront des spoils majeurs à l'intrigue de l'œuvre. Donc, si tu n'as pas lu, je te conseille vivement de lire, afin de découvrir des événements par toi-même. Si tu t'en fous du spoil, eh bien tant mieux, hein, tu peux rester. De plus, ce que je vais avancer ne tient pas de la vérité universelle, mais simplement de mon avis subjectif. Vous avez parfaitement le droit de ne pas penser comme moi. Sur ce, bonne vidéo. Nanatsu no Taizai Est un manga de Nakaba Suzuki, prépublié dans le Weekly Shonen Jump magazine de 2012 à 2020. L'histoire débute avec le point de vue de Meliodas, un aubergiste ayant l'air plutôt jeune et qui est en train de servir des clients. Sa journée de travail va être bouleversée par l'arrivée d'une femme qui va s'avérer être la princesse du royaume de Lyonesse. En plus de ça, elle est recherchée dans tout le pays. Pour une obscure raison, les chevaliers sacrés défenseurs de Lyonesse ont fait un coup d'état. Ils ont renversé le roi Bartra et ont pris le contrôle total du royaume. Le peuple étant sous le joug d'une tyrannie sans nom, Elisabeth va vouloir tout faire afin de le sauver. C'est donc avec l'espoir de libérer son royaume que la princesse veut chercher les criminels légendaires pouvant s'opposer à la menace. Les 7 péchés capitaux, les 7 Deadly Sins, les fameux Nanatsu no Taizai. Très rapidement dans le récit, donc au sein du même chapitre, on apprend que le protagoniste principal, donc Meliodas, est l'un d'entre eux et en plus de ça, il en est le chef. Voilà pour la mise en contexte, donc voilà ce qu'est Nanatsu no Taizai. Et donc pour anecdote, c'est l'un des premiers mangas qui m'a fait un peu venir sur les réseaux sociaux. Hein. Et en commençant à en parler et notamment en fait à rechercher des sujets, des topics comme on dit, sur Nanatsu no Taizai, donc Twitter, Facebook, YouTube, etc. Et bah concrètement, c'est vraiment l'un des rares mangas où j'ai vu un acharnement aussi violent. Je veux dire, il y a toujours eu de la haine en fait envers un manga populaire. Tu peux prendre One Piece, tu peux prendre Oshinoko, tu peux prendre Jujutsu Kaisen, Bleach et tant d'autres. Franchement, aisément, ça doit être le manga le plus détesté avec Fairy Tail, hein, de très loin. Et de ce fait, de toute cette haine, sort forcément des avis, certains constructifs, d'autres beaucoup moins. Donc aujourd'hui, je vais prendre 3 affirmations les plus répandues sur Nanatsu no Taizai, et on va un peu en discuter. Après la saison 1/saison 2, ça devient nul. Dans le cas où on parle de l'anime, c'est plutôt vrai. Du moins si on parle vraiment de l'animation, pas de l'histoire. Donc la saison 1 faite par un Picture est plutôt clean, bien qu'elle ait des passages de personnages secondaires, comme des passages avec Slader. Malgré une certaine baisse de qualité dans la saison 2, hein, notamment sur quelques passages d'animation, ou encore sur des flashbacks qui sont totalement bougés, comme celui de Jen, mais malgré ça, ça reste vraiment correct. Les combats principaux en voix, hein, c'est beau et fluide, avec bien entendu le climax de l'animation lors du combat de Meliodas contre tous les commandements, qui a provoqué des tonnes et des tonnes de réactions plutôt mémorables. Ah, que des souvenirs. Mais quand on passe à la saison 3 qui n'est plus gérée par un Picture mais par le studio Dean, la qualité dégringole. Beaucoup trop de passages deviennent très fades. L'animation elle perd, genre juste le combat Escanor contre Meliodas qui a pris carrément dans la gueule. Alors que dans le manga, concrètement, c'est vraiment dans le top 3 des meilleurs combats de l'œuvre. Hein. Un combat terriblement légendaire qui va avoir une adaptation catastrophique. C'est donc ça, on va jamais avoir le bonheur dans ce monde. Non mais sérieux, même mes montages sur mes vidéos, ils ont plus de frames que ce combat. Hop hop hop, t'as le mec du fond là qui va vraiment peu degré. Tu te calmes, tu poses ce commentaire, tu te calmes. Je sais très bien que le montage n'a rien à voir avec de l'animation. C'est juste pour la vanne. Donc voilà, relax, on passe à la suite. Alors bien entendu, hein, je vanne énormément, mais attention,
Je ne rejette aucunement la faute sur les animateurs du studio Dean. Eux en soi n'y peuvent que dalle si leur orga est mal branlé et qu'ils doivent rush pour que leurs épisodes sortent. Donc oui, l'animation est pas terrible, vraiment il y a une régression qui est monstrueuse, mais l'histoire elle reste telle quelle, donc elle perd pas en qualité. Après d'autres iront plus loin en parlant uniquement du manga, donc tu mets à part l'animé, et ils vont dire que en effet, après les événements de la saison 2, ce qui correspond à peu près au chapitre 197, bah c'est le bas-fond d'écriture, c'est nul à chier. Genre Nanatsu c'était pas mal, c'était le pic etc, puis tout d'un coup non en fait c'est nul à chier. Alors que concrètement, c'est possiblement à ce moment-là qu'on a les révélations les plus intéressantes de tout le manga. Il y a quand même la révélation sur la malédiction de Meliodas et Elisabeth, mais en plus approfondie. C'est-à-dire l'histoire qu'à chaque fois que ses souvenirs refaisaient surface, je parle d'Elisabeth, il ne lui restait plus que 3 jours avant qu'une catastrophe s'abatte sur elle. On a également le flashback sur la guerre sainte, flashback qui va nous permettre d'apprendre énormément de choses sur les archanges, sur les démons, les fées, les géants, et même les humains. Globalement, ça va énormément développer le lore de Nanatsu no Taizai, et ça va mettre sa touche de gris. Touche de gris qui, elle, est présente depuis le début de l'œuvre. Mais là, Nakaba va aller plus loin. On l'avait déjà un peu vu avec Meliodas et notamment avec Fraudrin, mais les démons là-dedans ne sont pas que des gros enculés. Hein. Même des gens qui ont des potes, qui ont une famille, des amours, et leur haine de ce fait, pas forcément gratos. Et le lecteur qui a vu les démons en fait comme d'horribles créatures depuis le début du manga a un point de vue qui change. Il a leur point de vue, et c'est un thème principal, je dirais, dans Nanatsu no Taizai, c'est le cycle de la haine. Et ce fameux cycle de la haine, Nakaba, il va le développer sur tous les clans, toutes les races, et notamment sur beaucoup de personnages. Par exemple, tout simplement, l'exploitation des fées par les humains. Ça, notamment, c'est tout le développement d'Albran. Les fées sont victimes des humains, qui les tuent, utilisent leur corps ou leurs ailes, tout simplement pour se créer des richesses. C'est ainsi que les fées vont commencer en fait à montrer de la méfiance envers le genre humain. Et ben, les démons, c'est pareil. Si énormément de démons détestent les anges, c'est bien car les anges ont lâchement tué les démons. Dans le cas de Derrieri, dans le flashback de la guerre sainte, on le voit, les archanges utilisent des démons civils, donc pas des combattants, comme appât. Et une fois les combattants démons attirés, parce que bon, concrètement, ils voulaient juste sauver les civils, et bien les archanges ont totalement annihilé les démons civils. Alors là, concrètement, ce qui vient de se passer, c'est vraiment la définition d'un génocide. Et pour revenir encore une fois sur le cas de Derrieri, dans les civils, il y avait sa sœur. Donc en effet, quand tu vois le point de vue des démons et tout ce qu'ils ont subi derrière, ça n'excuse absolument pas tous leurs actes, bien sûr, mais tu comprends comment ils en sont arrivés là. Et ça se passe, encore une fois, après les événements du chapitre 197 aka de la saison 2. Événements qui sont pour beaucoup le bas-fond abyssal de l'écriture. Est-ce la réalité? Non, et c'est clairement pas fini. Mais dans les événements post-chapitre 197, t'as quand même l'introduction de Lindora, t'as l'immense révélation entre Gozer et Starossa, t'as des développements exceptionnels comme celui de Derrieri, de Mondspeed, de Dolor, de Gloxinia, d'Excanor, et j'en passe. Sincèrement, dans le manga, on est fourni en faits intéressants, ou même carrément de tension. Je vais prendre un autre exemple. Quand Chandler débarque la première fois, le mec, on dirait un vieux bien portant, hein, genre le papy bien sympathique. Pourtant, le machin annule le perfectube Merlin, qui jusqu'à là n'a jamais été contré. Et ce vieux sadique fait un carnage chez les Taizai. Non mais regardez-moi ce visage, c'est un cauchemar. Sauf qu'il est bien réel et personne ne peut l'arrêter. À ce moment-là, Escanor et Meliodas ne sont pas en état, donc impossible de les utiliser. Ce qui débloque la situation, c'est bien le sacrifice de Dolor et Gloxinia. Et là, ça fout les boules. Tu le sais que leur destin est scellé. Tu le sais, c'est fini pour eux. Mais c'est obligatoire pour la survie de nos protagonistes. T'as également le côté héritage du roi des fées et du roi des géants avec la nouvelle génération pouvant régler des sujets importants. Pour les géants, le côté bien trop belliciste avec des morts inutiles du côté de Diane et la relation humain-fée à améliorer avec King. Donc oui, après la saison 1 et surtout la saison 2, il y a une baisse conséquente de la qualité d'animation, mais concernant le plot et les personnages, on reste sur quelque chose de très qualitatif. Je pourrais développer tous les éléments importants de Nanatsu no Taizai, mais la vidéo pourrait durer 3 heures et j'ai pas 3 heures. Le fanservice a détruit le manga. Bon, je spoil d'avance, cette partie va être très courte. Le fanservice a bien en effet une place bien trop importante, et notamment au début du manga. Tous les passages où Meliodas plot Elisabeth, concrètement, on pouvait s'en passer. Mais de là à dire que ça a détruit le manga, niveau exagération, on est bien à un niveau Baki sur 20. Hein. Je veux dire, on est, je pense, tous d'accord pour se dire que ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer l'histoire, ce n'est pas l'humour le plus intéressant, et ça peut même être très gênant. Mais, est-ce que ça vous gâche l'histoire?
Je parle purement des moments de développement de personnages, de l'extension du lore de Nanatsu, ou bien même des combats. Bien, je pense concrètement pas. Jamais un fanservice pourrait y gâcher des moments aussi incroyables que le combat Escanor vs Meliodas, l'entrée en scène des 10 commandements, l'amitié Ban-Meliodas, la backstory de Gozer, ou encore la révélation sur Estarossa. D'autant plus que, plus l'histoire avance, plus le fanservice disparaît. Car clairement, on n'a plus le temps. Beaucoup d'événements s'enchaînent avec le fil rouge du plot qui avance. Il est vrai, ça met du temps, mais c'est à souligner que ça dégage. Et heureusement que ça dégage. Et bah, c'est tout. Pour résumer, t'as du fanservice de temps en temps durant les 20 premiers tomes, puis ensuite il part chercher du lait comme le daron d'un certain homme prenant des photos de mineurs en les affichant sur les réseaux sociaux. Simple, efficace, on passe à la suite. Manga de pédo. L'accusation la plus importante qui est proférée envers Nanatsu no Taizai et envers Nakaba, c'est concrètement la plus grosse critique du manga et c'est souvent illustré par le couple de Ban et Elaine. Pas faire patienter plus que ça, je trouve sincèrement l'argument totalement bidon. Elaine, bien qu'elle ait l'air plus jeune, reste une femme. Et oui, même nous dans notre réalité, il y a des femmes majeures qui font beaucoup plus jeunes. Attaquer Nanatsu avec cet argument n'est pas valable. D'autant qu'au niveau de l'apparence, c'est surtout l'anime qui a exagéré cet aspect bien jeune. Et Elaine elle-même le dit, elle n'est pas une enfant. Autre facteur qui peut donner cette impression que Elaine est une gamine, c'est Ban. Ban est un géant comparé à Elaine. La nana fait 1m50 alors que lui il fait plus de 2m10. Après vas-y regarde, les proportions dans la NT ça n'a aucun sens. D'ailleurs, fait qu'il est drôle de remarquer que pour l'accusation de pédo, c'est toujours Ban et Elaine qui sont mis dans la sauce, mais pratiquement jamais Diane et King. Vous allez me dire, mais c'est quoi le souci? Sur adulte, non? Alors oui, quand on les voit pour la première fois dans Nanatsu, ils sont tous deux majeurs et vaccinés. Mais lors de leur première rencontre, lors du flashback de King, eh bien Diane était une enfant. Bien qu'il n'y ait jamais eu plus durant cette période, ça n'en reste pas moins questionnable, notamment vis-à-vis de leur rapprochement. Et je trouve ça quand même vachement marrant que ça n'a jamais été relevé. Pour en finir avec ce point, pour ceux qui sont allés jusqu'à la saison 2, beaucoup ont pris ce passage en expliquant que Nakaba était un fou furieux, dégénéré, etc. etc. car Meliodas a dit à Zaratras de ne pas toucher à sa femme en parlant d'Elisabeth bébé. Je pense concrètement qu'on est sur la scène avec le plus gros hors contexte de l'histoire de la création des mangas. Nanatsu, c'est pas parfait. T'as des soucis sur certains points, oui, mais cette case n'en fait absolument pas partie. Pourquoi, me diriez-vous? C'est pourtant bizarre qu'un adulte dise ça d'un simple bambin. La raison est simple. Meliodas et Elisabeth ne sont pas humains. Leur existence transcende n'importe quelle longévité humaine. Meliodas, ça fait 106 fois pratiquement en 3000 ans qu'il voit Elisabeth dans ses différentes incarnations mourir devant ses yeux. Ça reste toujours pas sain, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est le but? Là concrètement, le but de Nakaba, c'est de nous montrer que Meliodas pète un boulard. Meliodas part totalement en vrille, car ça fait 106 fois qu'il voit son âme sœur mourir sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est dans ça que je dis que leur existence transcende la perception humaine. Ils ne le sont pas. Ça vit depuis 3000 ans, et surtout, Elisabeth se réincarne à chaque fois. Par contre, même si Meliodas dit ça, donc que Elisabeth est sa femme, bien entendu, il ne la touchera jamais bambin. C'est logique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans son entraînement pour contrôler sa colère. Ce qui montre que Meliodas n'est pas sain et que c'est une tragédie qui le ronge. Donc oui, ce hors-contexte qui est montré du doigt à tout bout de champ, au bout d'un moment il faut arrêter les bêtises et lire avec ses yeux. Ou aller lire le manga aussi, parce que beaucoup aussi réagissent en fait en ayant juste vu cette page. De ce fait, avec tout ce que j'ai pu dire, qu'en conclure de Nanatsu no Taizai? Eh bien ce manga a de gros points noirs. Le fanservice du début n'apporte rien à l'histoire ni aux personnages. Certaines directions de Nakaba vis-à-vis des personnages ne sont pas bénéfiques et il y a eu de sacrés ratés. Des ratés résidant dans certains personnages dont la mise en avant et le développement ont été mis de côté. On peut même carrément parler de structures d'arc comme celui du Roi Démon et du Chaos, où c'est redondant et rush à l'infini. Ouais, parce que se taper je sais pas combien de chapitres où ça marque oui, nous allons faire attaque Nanatsu no Taizai, c'est bon, ça y est. Hein. Cependant, mérite-t-il toute cette haine? L'anime est sorti à une période où le public était beaucoup plus sensible et averti à des problèmes importants de notre société, notamment sur des sujets aussi graves, tout ce qui englobe les agressions sexuelles
ou le détournement de mineurs. Et par rapport à ça, il a pris pour tous les animes ayant un fanservice pouvant y faire penser. Nanatsu no Taizai a été l'exemple pour tous. Est-ce l'exemple le plus problématique? Très loin de là. Mais il était assez populaire pour que ça parle à tous. Est-ce que ça a fait baisser le nombre d'œuvres qui sont réellement problématiques? Absolument pas. Puis je voulais en faire part, hein, mais j'ai déjà eu des mecs, quand ils crachaient sur Nanatsu, lorsque tu demandes des arguments, tu sais, ils te balancent une vidéo d'un mec comme si c'était une preuve irréfutable à la Phoenix Wright. Bon, bah ça fonctionne pas. Donnez vos propres arguments, c'est bien plus intéressant. Quand c'est constructif, hein, parce que ratio plus palu plus supprime ton compte, ça fonctionne pas. Hein. Donc, de mon point de vue, Nanatsu no Taizai ne mérite pas toute la haine qu'il a reçue et qui a été accentuée par certains influenceurs. Vous pouvez détester cette œuvre, mais si vous voulez la critiquer, utilisez de vrais points et non un hors-contexte du chapitre 182, merci. Sur ces paroles, je vous souhaite une bonne continuation, que vos aventures se passent à merveille. C'était Ryusta, ciao.